Bienvenue à tous pour cette table ronde consacrée au stade Orange Vélodrome et à l'Olympique de Marseille, lieu d'exception s'il en est sur le territoire marseillais. On vous accueille sur le stand de Waste Weekend, 200 mètres carrés d'espace de démonstration sur les problématiques de déchets, réduction, revalorisation, espace qui nous a été alloué par le ministère de la Transition écologique au Congrès mondial de la nature. Pour ce qui me concerne, je dirige l'entreprise sociale Ecosphère, cofondateur de cet espace Waste Weekend avec une douzaine d'autres acteurs. Et l'entreprise que je dirige développe des programmes de RSE appliqués à la réduction des déchets et à l'optimisation de leur revalorisation. J'ai le plaisir d'accueillir une très belle équipe technique de l'OM aujourd'hui. Avec à ma gauche François Montalou, qui est responsable de l'OM Campus et du centre Robert Louis Dreyfus. À sa gauche, Olivier Huette, qui est directeur technique de l'Orange Vélodrome Olympique de Marseille. Et puis Julien Di Napoli, qui est responsable de l'expérience spectateur. À l'OM, le stade d'Orange Vélodrome, c'est une capacité d'accueil de 60 000 personnes. Ça veut dire qu'à chaque match ou chaque événement, chaque concert, c'est une ville qui vit pendant la durée de l'événement, mais qui vit aussi en préparation avant, qui vit aussi après l'événement, sur divers enjeux, diverses problématiques. C'est donc une ville dans la ville, avec Marseille qui vit très souvent au rythme de cette ville pendant un match. Et effectivement, une situation, une complexité de flux de personnes entrantes, sortantes, de flux qui vont répondre aux besoins des spectateurs en termes de consommation alimentaire notamment. Et puis, un certain nombre d'enjeux, compte tenu de ces paramètres, 60 000 personnes, un acteur emblématique du stade, un acteur du territoire majeur, un certain nombre d'enjeux en termes de responsabilité sociale et environnementale. Pourquoi ? Parce que ces flux-là, cette ville dans la ville, elle laisse ou elle crée une empreinte environnementale en particulier. Et un des enjeux, c'est évidemment pour l'Olympique de Marseille, pour le stade Orange Vélodrome et tout ce qui s'y déroule, d'être dans un progrès, une démarche de progrès en termes de responsabilité sociale et environnementale, en termes d'exemplarité, en termes aussi de capacité à fédérer des équipes techniques, des équipes qui sont celles des prestataires de l'OM, des spectateurs, et puis tout un ensemble de parties prenantes, parce que un match ou un événement, c'est le stade Orange Vélodrome, c'est aussi le parvis, c'est aussi les alentours du stade Orange Vélodrome, c'est aussi des quantités de spectateurs qui se déplacent pour arriver jusqu'au stade et pour en partir. Et donc c'est, à tout point de vue, spectaculaire. Et donc c'est cette vie-là absolument complexe qui mobilise une équipe avant chaque match. Il faut se mettre à leur place, à mon avis, pour essayer de comprendre ce que signifie recevoir pendant une durée limitée sur un espace limité 60 000 personnes. Qui en plus sont potentiellement, ces 60 000 personnes, ce stade, ce lieu de vie, regardé par les 15 millions de fans de l'OM sur les réseaux sociaux, ce qui est considérable en termes d'image et aussi de pouvoir de transmission de messages à faire passer aux supporters, aux spectateurs et à la planète entière quasiment, compte tenu de l'aura de Marseille et de l'affection qu'on y porte tous ici. On va de manière structurée, mais aussi informelle, avec des échanges entre nous et puis avec ceux qui souhaiteront poser des questions, évoquer plusieurs thématiques sur ce lieu d'exception qu'est le stade Orange Vélodrome et qui est copiloté, co-dirigé par les trois personnes qui sont à mes côtés. Comment s'est structurée cette approche RSE sur le stade Orange Vélodrome, pilotée aujourd'hui complètement par l'Olympique de Marseille, ce qui n'était pas encore le cas avant 2018. Je prends la parole. Je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, au niveau de l'Olympique de Marseille, tout d'abord, en termes d'approche RSE, on a commencé par la mise en place d'une fondation il y a quelques années maintenant, il doit y avoir 5-6 ans à peu près, avec un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés, qui ont été définis avec le propriétaire du club, Franck McCourt, qui est arrivé en août, je crois, 2016, de mémoire, en août ou en septembre 2016.
Donc il y a plusieurs piliers qui ont été définis dans les objectifs de cette fondation. Donc il y a la culture, il y a la pratique du sport, il y a l'art, il y a un 4e pilier que je n'ai plus en tête. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, voilà. Donc effectivement, il y a un certain nombre de piliers qui ont été définis et qui sont travaillés par cette fondation. Mais effectivement, tout le volet RSE n'était pas traité en interne au club jusqu'à l'année 2018, où le club s'est saisi d'un certain nombre d'autres sujets qui n'étaient pas traités par la fondation. La fondation traitant plutôt l'aspect social de la RSE. Exactement, c'est ça. La fondation vraiment s'attache à l'esprit social, mais il manque les autres aspects, et notamment l'aspect environnemental. Et donc, le club a décidé de signer une charte d'engagement des événements éco-responsables à l'été 2018, avec une quinzaine d'engagements à respecter. Et ça s'est matérialisé par l'intégration dans les équipes d'une personne dédiée à 100% à présent sur les aspects RSE. Qui travaille maintenant à temps plein sur ces thématiques-là. Donc on va dire que depuis 4-5 ans, l'OM a commencé vraiment, à 5-6 ans même, a commencé à travailler sur les sujets d'RSE, plutôt les aspects sociaux, et d'une façon un peu plus globale depuis 2-3 ans maintenant, avec une personne complètement dédiée à ce sujet-là. L'OM a été l'un des premiers clubs à signer donc la charte des GESI, à laquelle tu faisais allusion, la charte des grands événements sportifs internationaux, qui était coécrite par la mission développement durable du ministère des Sports et par WWF. C'est ça, donc nous on a signé cette charte en 2018, donc c'était l'anniversaire, on va dire, de la charte, puisque la charte a été lancée, je crois, en 2017 avec des signataires comme la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, pardon. Il y avait d'autres événements comme la Coupe du Monde de rugby 2023, il me semble, qui étaient signataires à l'origine. Et bon, on a rattrapé le wagon, on va dire, en route, une année après. Et en termes de club, il me semble que oui, on est un des seuls à l'avoir signé à l'époque. Il me semble que le Stade de Lyon, peut-être, l'avait signé aussi. Et peut-être le Parc des Princes, mais je ne sais pas si le PSG l'avait signé. Et a signé la seconde charte qui a été officialisée il y a quelques mois et qui, pour la première fois, introduit la notion d'économie circulaire dans les engagements des grands équipements sportifs et des grands événements sportifs internationaux. Olivier, un mot pour compléter peut-être, et vous aussi sur la manière dont cette démarche de RSE environnementale s'est structurée, pas seulement au Stade Orange Vélodrome, mais aussi sur les autres lieux que gère l'Olympique de Marseille. Oui, alors pour compléter ce que disait Julien, effectivement, le club s'est engagé depuis 2018, sachant qu'au stade, on avait aussi depuis 2017-2016, notamment avec l'Euro 2016, on avait discuté de ces engagements, et avec l'Olympique de Marseille aussi. Et tout s'est, on va dire, concrétisé aux environs de fin 2018. Mais la démarche avait été engagée déjà avant, quoi. Voilà. Et donc en fait, sous la responsabilité, celle de Julien notamment, ces enjeux sont pris en compte, non pas seulement pour les matchs, mais pour tous les événements qui se déroulent sur le Stade Orange Vélodrome. Exactement. Alors, alors les matchs, c'est 20-25, on va dire, grands événements entre les matchs et les concerts, grands rassemblements par an, environ. Joule, par exemple, quand il y a un concert. Par exemple, ça fait partie des grands événements. Après, au-delà de ça, on a en gros, je crois, 200 événements d'entreprise. Donc ça va de la réunion du petit conseil d'administration, un événement comme celui de l'UPE 13 qui a eu lieu quelques jours. Voilà, quelques jours. Pardon. Et donc nous on travaille avec les organisateurs. Alors chaque organisateur est différent, pas forcément les mêmes moyens, mais on travaille avec eux dès le début pour faire en sorte que on envisage aussi ce que ça peut générer comme déchets derrière. Et on travaille aussi avec nos prestataires, parce qu'on a des prestataires avec qui on travaille au quotidien et avec lesquels on signe des contrats. Donc on a aussi ces engagements RSE avec les prestataires avec lesquels on contracte de manière permanente ou ponctuelle. On essaye d'avoir cette conduite en fait toute l'année, quoi. Alors François, dans les autres lieux emblématiques de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qui se passe ? Alors cet engagement justement RSE s'est concrétisé sur les centres d'entraînement. Alors je rappelle, le centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus, c'est le siège social de l'Olympique de Marseille. Et sur l'OM Campus, on a repris
l'exploitation fin 2018 dans le cadre d'un bail amphithéotique avec la ville. Ça s'est concrétisé avec la mise en place du tri sélectif qui n'y avait pas lieu avant. Donc un tri sélectif classique et également pour les collaborateurs la mise en place de gourdes. Donc on a choisi de faire un partenariat avec Gobi. Il y a d'autres solutions de gourdes bien évidemment. Voilà, tout ça pour dire qu'on a supprimé le gobelet plastique. J'y reviendrai ultérieurement dans les prochaines questions. À partir de 2019 pour l'ensemble de nos collaborateurs et aussi pour l'ensemble de nos visiteurs. Même si bien évidemment sur nos centres d'entraînement, on a beaucoup moins de spectateurs, beaucoup moins de visiteurs, mais quand même un petit peu, avec notamment le centre de formation, l'OM Campus qui génère quand même 500 places dans les tribunes lors des matchs, et aussi les conférences de presse qui ont lieu assez régulièrement sur le centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus. Alors justement, Julien, comment est-ce qu'on réfléchit à l'OM sur l'intégration de l'expérience dans l'expérience client, dans l'expérience spectateur de ces enjeux de RSE? Évidemment, ce n'est pas une question facile, on le sait, on l'a tous vu ici. C'est pas simple, hein, la question de la propreté, la question des déchets, après un match, après un événement, à l'intérieur du stade, sur le parvis, aux alentours du stade. Donc il y a des réflexions qui sont en cours, avec parfois aussi des réflexions très très concrètes, notamment sur l'éco-cup. Mais commençons de manière plus générale par évoquer cette question de l'intégration du spectateur, du client, dans cette vision que porte l'OM aujourd'hui, sa stratégie développement durable, sa stratégie RSE. Alors, il y a un premier point à faire, c'est qu'effectivement, il y a eu une prise de conscience morale de la part de l'entreprise, de la direction de l'entreprise, et qui s'infuse auprès de l'ensemble des collaborateurs de ce sujet de la RSE. Mais il y a aussi une logique, on va dire, économique, mine de rien, dans l'approche RSE pour nous. Alors, deux cas concrets. Au niveau de l'accessibilité au stade, pour vous donner quelques chiffres, 30% des gens qui déclarent être fans de l'OM et qui vivent dans la zone de chalandise déclarent que le premier motif de ne pas venir au stade, c'est l'accessibilité. Donc, typiquement, c'est des sujets qui nous font prendre conscience qu'à un moment, il y a des sujets d'accessibilité qu'il faut qu'on traite, des sujets de transport en commun, des sujets de mobilité, des sujets d'accès, qui doivent nécessairement être traités et du coup qui ont attrait à la thématique RSE. 60 à 70% de nos spectateurs viennent d'en dehors de la ville. Donc forcément, simplement dire il y a un métro, ok, c'est suffisant, ben, en fait c'est pas suffisant. Et donc on a un tas de choses et de réflexions à mettre en place pour améliorer le remplissage, améliorer la présence des gens, améliorer leur satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue de nos enquêtes de satisfaction, le premier point négatif que les gens pointent dans leur expérience au stade, c'est l'accessibilité au stade et plus spécifiquement le départ du stade. Donc voilà, typiquement, c'est ce genre de sujet-là qu'il faut qu'on traite. On a intégré aussi un certain nombre de réflexions sur tout ce qui est alimentation. Donc offrir une alimentation plus responsable, plus de saison, parce que c'est dans l'air du temps, les gens attendent ça de notre part. Et voilà, la nourriture, entre guillemets, alors je ne vais pas citer de nom, mais qui était très industrialisée, comme on pouvait la proposer dans les buvettes il y a encore quelques années. Ben aujourd'hui, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus local, produit avec une boulangerie avec laquelle on a contractualisé et qui permet d'être beaucoup plus dans l'air du temps, en tout cas. En complément, pour reparler de mobilité, est-ce que l'insatisfaction due à la congestion en fait, du spectateur et les solutions qu'on pourrait trouver peuvent être leviers de réduction de l'empreinte environnementale de l'émission de gaz à effet de serre avec une mobilité à penser qui soit respectueuse de l'environnement et plus douce, puisqu'effectivement c'est un concentré de déplacements avant et après les matchs? En tout cas, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Donc on a mandaté un cabinet qui est vraiment spécialisé en mobilité, qui travaille avec les plus gros événements sportifs mondiaux, hein, les Jeux Olympiques, la Ryder Cup, avec les événements de l'UEFA, etc. Et donc on est en train de travailler justement sur un plan de mobilité qui intègre tous ces sujets-là, donc qui est très concret. Hein. L'idée, c'est vraiment c'est pas de poser un projet qui peut passer partout, entre guillemets. Donc on a travaillé avec les acteurs locaux. Il y a eu des rencontres qui ont eu lieu avec les gens de la préfecture, les gens de la RTM, voilà, donc les gens de la métropole, pour justement évoquer l'ensemble de ces problématiques, partager leur vision et voir dans quelle mesure on peut avoir des propositions qui sont concrètes. Donc voilà, on arrive au bout du processus, on va dire, de poser ces recommandations-là. Maintenant, la deuxième étape va être d'aller rencontrer les gens avec lesquels il va falloir qu'on mette en place toutes ces idées-là. Et ça, donc, ça va être la deuxième étape.
La particularité de l'accessibilité sur l'expérience spectateur, c'est que c'est peut-être la seule thématique qu'on ne maîtrise pas totalement. Tout ce qui se passe dans le stade, on le maîtrise. On choisit nos prestataires, on choisit nos actions, on choisit avec qui on contractualise. Et donc, entre guillemets, c'est plus ou moins facile ce qu'on veut faire. L'accessibilité, c'est différent puisqu'on est complètement dépendant des pouvoirs publics, de ce qui se passe autour. Et donc, du coup, ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va prendre nos bâtons pèlerins, entre guillemets, et on va aller essayer d'aller convaincre les uns et les autres des différents intérêts qu'on peut avoir à mettre en place telle ou telle action. Olivier, la part des biodéchets, en fait, dans les déchets produits sur le stade à l'occasion d'un match, c'est combien en pourcentage ou en volume, plus ou moins? Alors en pourcentage, on l'a évalué à 10%, sachant que, bon, pour déterminer ce chiffre, on ne s'est pas basé sur un grand nombre d'années, parce que c'est tout récent, qu'il y a eu cette crise sanitaire qui a fait qu'on n'a pas reçu de public pendant un certain moment, donc on n'a pas des chiffres très actualisés, on va dire. C'est des chiffres qui doivent dater de 1 an et demi ou 2 ans. Donc voilà, c'est 10%, sachant que dans les déchets valorisables, c'est 50% des déchets qu'on produit sur un match. Voilà, c'est pour l'instant déjà une première étape en tout cas. 10%, alors ça ne comprend que les matchs, puisque au jour le jour, en fait, on produit peu de biodéchets. La masse de biodéchets elle est plus importante lors des matchs, donc c'est que pendant ces périodes-là qu'on a une filière en fait qui permet de récupérer ces biodéchets avec Veolia notamment. Voilà. Peut-être juste en complément, on génère entre 5 et 10 tonnes de déchets par grands événements. Donc, comme le disait Olivier, si on fait les ratios, ça fait 200 à 250 tonnes par an. Et donc, mécaniquement, 20 à 25 tonnes de biodéchets aujourd'hui qu'on doit être en capacité de collecter et de trier vraiment via une filière biodéchets. L'évolution de la prise de conscience est très intéressante. Je me souviens que j'ai eu le rôle de rapporteur du comité de pilotage du premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Je venais de créer Ecosphère et Guillaume Garot, qui était ministre à l'époque, m'avait confié cette fonction à la table ronde qui réunissait une foultitude d'acteurs privés, publics, associatifs. Il n'y avait aucun acteur à l'époque de l'événementiel sportif, aucun club de sport. C'était surtout la grande distribution, la restauration collective, un tout petit peu de restauration commerciale. Potel et Chabot, avec qui on avait monté une première opération emblématique sur Roland Garros, 0 surplus alimentaire, dans les loges. On a commencé petit. À l'époque, j'avais des échanges avec le Stade de France qui m'indiquaient qu'une des sources, un des facteurs majeurs de la production de biodéchets, c'était la charte en fait, qui liait le stade à l'opérateur de buvette et qui imposait en fait, d'avoir toute la gamme de snacks, de sandwichs, de boissons jusqu'à la dernière minute du match. En fait. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a été le cas chez vous? Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est en cours de réflexion? Alors nous, sur la partie grand public, donc on distingue bien effectivement ce qui se passe dans les espaces VIP et ce qui se passe dans la partie grand public. Dans la partie grand public, donc on traite avec un opérateur qui est bien connu, qui s'appelle la Sodexo, et on n'est pas sur cette logique-là. Justement, tout l'exercice et les échanges qu'on a avec la Sodexo sont dans une logique d'essayer de ne pas arriver à la rupture, mais sans gaspille, parce que le gaspille pour eux, c'est de la perte sèche d'argent. Donc du coup, on échange très régulièrement sur le nombre de publics qui est attendu, sur la météo prévisionnelle, etc., pour que leur commande soit la plus fine possible. Mais on leur laisse la responsabilité de cette commande-là, sachant que maintenant, ils commencent à accumuler une grande expérience sur les habitudes d'achat que vont avoir les spectateurs en fonction de la typologie du match et en fonction d'un tas d'autres facteurs, dont la météo qui joue énormément. François, ça se passe comment ces problématiques de ces enjeux de déchets sur les lieux que vous gérez? Alors les enjeux de biodéchets ne sont pas du tout les mêmes qu'au stade, au centre d'entraînement. Alors au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, on a 3 cuisines et on gère les biodéchets depuis 2 ans. En fait, on a une belle histoire à raconter, c'est qu'on emmène ces biodéchets à l'issue des 3 services le midi, des 3 restaurants d'entreprise, directement à la ferme du Collet des Comptes, qui est à 200 mètres du centre d'entraînement. Et ces biodéchets seront destinés ensuite à nourrir les animaux de la ferme. Voilà. Combien de couverts environ? Au mois ou à l'année? On est sur 80 couverts par jour en moyenne dans notre restaurant d'entreprise. D'accord.
Ça correspond à une unité d'EHPAD, si on peut faire la comparaison. Alors, c'est intéressant parce que la restauration collective, qu'elle soit privée ou publique, aujourd'hui, elle doit se mettre en conformité avant 2022 avec 2 exigences de la loi Egalim. Des diagnostics quantitatifs, notamment sur la production de déchets à tout stade, en fait, hein, production, préparation et services. Et puis, une orientation vers, c'est conforme à ce que Julien évoquait tout à l'heure, une orientation vers l'achat de produits sous signe de qualité, 50%, dont 20% de bio, en favorisant les circuits de proximité, c'est-à-dire l'alimentation, l'agriculture et l'élevage du territoire. Il y a juste une petite chose qu'on peut aussi indiquer, c'est-à-dire qu'au-delà des biodéchets, c'est-à-dire avant d'avoir des biodéchets, on travaille aussi avec Sodexo sur le fait que les aliments qui sont non consommés soient récupérés aussi, avec des associations qui récupèrent ce qui reste, voilà, à l'issue des matchs qu'on peut accueillir, quoi. Et notamment avec notre partenaire, la Banque alimentaire Exactement. des Bouches-du-Rhône, et son très actif président Gérard Gros. Très très actif. Je reviens sur la question des déchets. Vous avez cité tout à l'heure un acteur majeur de la collecte et du traitement de déchets, Veolia. On a noué un partenariat avec Veolia il y a très longtemps, très original. En fait, c'était en 2017, fin 2017, qui consiste à concilier nos services de réduction de la production de déchets et de gaspillage avant leur service de collecte et traitement de déchets. Est-ce qu'il y a une démarche aujourd'hui dans les projets de l'OM, dans les stratégies de l'OM sur la réduction, en fait, et pas sur le traitement et la collecte, et pas seulement sur l'augmentation d'un taux de valorisation des déchets, des 5 flux ou des 7 flux prochainement? Alors non, je t'avoue qu'effectivement, on n'en est peut-être pas encore vraiment à cette étape-là de la réduction de déchets, même si ça fait partie de nos engagements, effectivement. Donc on est censé être actif là-dessus. C'est un des points qu'on traite le moins, honnêtement, la réduction des déchets. On a quand même quelque chose à dire sur le centre d'entraînement. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gobelets plastiques ont totalement été supprimés depuis 2019. Donc là, on est clairement sur de la réduction de déchets. Chaque collaborateur, lorsqu'il arrive à l'Olympique de Marseille, dans son pack d'entrée, si je peux dire ça comme ça, reçoit une gourde avec une durée de vie illimitée, qui respecte des normes environnementales très bien. Donc on a cette histoire-là à raconter avec les gourdes et on va faire du traitement aussi sur le déchet après. On a un projet avec Ecomégo qui est une société qui traite le mégot, parce qu'il faut savoir qu'un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et qu'un mégot jeté sur terre, dans 80% des cas, peut se retrouver dans l'eau. Donc on va avoir ce sujet-là aussi sur le traitement des déchets. Oui, pour compléter ce que disait Julien, effectivement, on n'a pas d'action réelle engagée pour l'instant pour réduire cette quantité de déchets. En revanche, on y pense à travers différents sujets qu'on traite ensemble, notamment en termes de restauration, puisqu'on sait que ça aura forcément aussi un impact avec le prestataire qui nettoie le stade, et que ça pourra réduire les coûts de nettoyage du stade si on réduit aussi les emballages ou les occasions de laisser des choses, voilà, des souvenirs dans l'établissement. Voilà. Bel horizon de progrès sur la réduction, effectivement, sur le stade, y compris sur les hospices, sur l'espace 1899 par exemple. Je crois qu'il y a aussi des démarches intéressantes, mobilisant aussi vos partenaires, vos clients entreprises VIP, les sponsors. Donc il y a une très belle démarche de parties prenantes sur une action très concrète de réduction dans vos projets. Alors, on peut peut-être évoquer un cas très concret pour prolonger ce qui a été évoqué sur les plastiques, qui pourrait être une action exemplaire des plans zéro plastique que le Conseil régional a mis en place et qui s'insère d'ailleurs dans son plan Climat 2, dans son plan régional de prévention des déchets. C'est l'Eco-Cup. L'Eco-Cup controversé, on en avait parlé l'année dernière au Salon Pro Durable, sur une table consacrée. Elle arrive à ce moment-là, Cécile Colin-Distria, la fondatrice du Salon Pro Durable. On en avait parlé avec l'OM, avec les 24 heures du Mans, sur une table ronde que j'avais dédiée au thème RSE et sport gagnés ensemble. Donc, l'Eco-Cup controversé, parlons-en maintenant. Alors effectivement, on a pris une tangente un peu différente de quasiment l'ensemble des clubs de Ligue 1 et de pas mal d'organisateurs de grands événements. On n'a pas répondu aux sirènes de l'Eco-Club, ou en tout cas du gobelet réutilisable, hein, plus largement.
Et pourquoi on fait ça? On s'est appuyé sur un certain nombre d'éléments. D'abord les études, un certain nombre d'études qui sont sorties, notamment une étude, je crois, de Mountain Riders il y a quelques années, qui indiquait que un EcoCup de base, enfin un gobelet réutilisable, a un impact pour l'environnement qui est 7 fois plus important qu'un gobelet classique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pour être pertinent, l'utilisation d'un gobelet réutilisable nécessite d'être réutilisé au moins 7 fois. Et donc ça veut dire qu'il faut collecter à chaque événement plus de 80% des gobelets, 85 à 90% des gobelets doivent être récupérés pour arriver à une certaine forme de neutralité dans l'impact environnemental. Donc quand on a eu cette alerte-là, on s'est dit, bon, ok, qu'est-ce que font nos petits collègues dans les autres organisateurs d'événements, et notamment les clubs de Ligue 1? Et donc on les appelait un par un. Et effectivement, la plupart nous ont dit, oui, nous on a l'EcoCup, on est super engagés pour l'environnement, on utilise les EcoCups. Quand on a creusé un petit peu plus avec eux, on s'est rendu compte que les taux de récupération étaient au mieux de 50-60% et au pire des cas n'étaient pas du tout récupérés. Donc on s'est dit, en fait, finalement, c'est catastrophique et l'utilisation du gobelet réutilisable a complètement été détournée de son objectif premier, c'est-à-dire qu'à la base, ça part d'une super idée qui est de dire on va arrêter les gobelets à usage unique et on va faire en sorte de réutiliser de façon quasi permanente un gobelet qui est remis dans le circuit. Et en fait, ça a complètement été galvaudé pour devenir un produit marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains clubs, je pointe personne du doigt, je ne donnerai pas de nom, mais certains clubs utilisent ça comme un goodies, comme un objet marketing qu'ils vendent 1 € et ils ne mettent pas du tout en place de récupération. Donc au final, ces clubs-là, ces gens-là, ce qui est terrible, c'est que ça laisse penser au public qui utilise ces gobelets qu'ils ont une démarche écologique. Or, en fait, cette démarche, elle a multiplié par 7 leur impact environnemental. Donc du coup... Négativement. Ils ont multiplié par 7 leur impact négatif environnemental. Parce qu'on remet du plastique à chaque fois pendant les événements sur le marché. Parce que, effectivement, c'est basique, c'est qu'à partir du moment où les personnes n'ont pas le moyen de rendre leur gobelet, ils le ramènent chez eux. Ce gobelet, il ne faut pas se voiler la face, ça ne remplace pas des verres qu'ils ont chez eux, ça devient un objet décoratif. Et l'organisateur de l'événement, lui, il est obligé de racheter de nouveau aux producteurs des nouveaux gobelets réutilisables. Et au final, au lieu d'avoir des gobelets basiques, on a des gobelets qui nécessitent une épaisseur de plastique beaucoup plus importante, etc. Donc du coup, on a décidé de ne pas mettre en place cette logique-là. Et on travaille sur des solutions alternatives. Donc on est en ce moment en train de travailler avec la Ligue de football professionnel à la réalisation d'une étude en fait, d'impact de cycle de vie entre plusieurs types de produits, entre l'EcoCup, en fonction au gobelet réutilisable, pardon, pas l'EcoCup, l'EcoCup c'est qu'un type de gobelet réutilisable, mais et donc le but c'est de comparer ça à différents types de produits, des gobelets compostables, des gobelets en différents types de matériaux. Et le but de cette étude, qui devrait être menée là dans les prochains mois, qui devrait débuter courant septembre, c'est que à horizon, on l'espère, décembre, on ait enfin une réponse sur quel est le contenant boisson le plus vertueux d'un point de vue environnemental. Donc voilà, le but c'est de pouvoir s'engager d'ici décembre vers l'option qui est la plus vertueuse. Donc de la R&D en fait, environnementale, là, clairement, Oui, participant de l'usage de l'expérience client et d'une décision stratégique de l'OM. C'est ça, donc vraiment là-dessus on a été moteur, c'est-à-dire qu'on a poussé la Ligue sur ce sujet-là, et la Ligue a récupéré la balle au bon, a fait le lien avec le ministère, et devrait sortir assez prochainement une étude sur ce sujet-là. Okay. Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est un des secteurs dont je suis très proche, on appelle ça l'innovation sociale en fait. Co-construction avec des parties prenantes sur des enjeux, à la fois là, de comportement et puis des enjeux liés à l'empreinte environnementale. Pour compléter l'expérience que tu viens de relater, Julien, il y a quelques jours, j'étais à un festival de musique à Marseille. C'était la catastrophe, c'est-à-dire que les EcoCups n'étaient pas consignés. Et donc un EcoCup non concilié dans un festival de musique électronique, c'est un EcoCup qui est foutu par terre en fait. Donc qui est abîmé, qui n'est pas réutilisable et qui va être jeté. Et qui a un impact 7 fois plus important, comme je te disais, désolé, je répète en boucle, mais un impact 7 fois plus important sur l'environnement qu'un gobelet finalement classique. Olivier et François, comment est-ce qu'on convainc les équipes, en fait, vos équipes,
les équipes de l'OM de ces démarches de progrès nécessaires pour que l'Olympique de Marseille et le stade Orange Vélodrome soient de plus en plus éco-responsables. Alors, ce qui est très important, c'est de ne pas être dans la culpabilisation, de mon point de vue. Hein. C'est des messages qu'on diffuse toujours. Zéro déchet égale zéro culpabilisation, pour autant que le zéro déchet existe au niveau d'un acteur, ce qui est quasiment impossible. Mais ces démarches visant à réduire les déchets et à faire en sorte que tous les déchets soient recyclables, mais pas seulement recyclables, recyclés à travers des coopérations territoriales notamment. Comment est-ce qu'on rend sensible des équipes en fait, qui sont évidemment polarisées sur le succès de l'Olympique de Marseille, polarisées sur la performance économique, la satisfaction du spectateur. Et comment est-ce qu'on les convainc de cette petite partie de ce qui fera probablement de plus en plus partie de leur fiche de poste et de leur adhésion au club? Alors je vais répondre pour l'Orange Vélodrome et puis François répondra pour le centre d'entraînement. Donc de notre côté, effectivement, on va dire que c'est un combat, un engagement quotidien, plus qu'un combat, parce qu'il n'y a pas d'agressivité dans cette démarche, mais c'est un engagement quotidien qu'on n'est pas, alors que je ne suis pas le seul à travailler avec mes équipes. Quand Julien travaille aussi avec ses prestataires, il travaille ce sujet. Quand les personnes chargées des produits hospitalité ou de l'animation, ils ont aussi cette idée en tête, donc ils travaillent le sujet avec leurs prestataires respectifs. Donc on va dire que tous les salariés qui sont concernés par ce projet, qui travaillent avec des prestataires, ont cet engagement pour lequel ils militent et qu'ils ont en permanence. Alors, dans les contrats qui sont rédigés, on a ces engagements RSE qu'on impose aux prestataires qu'on choisit. C'est-à-dire que quand on fait une consultation, on a un questionnaire RSE qu'on fait remplir aux sociétés qui répondent à la consultation, et ça fait partie de nos choix. Donc c'est-à-dire que, alors je ne sais plus le taux exact, mais cette notation, elle est pondérée forcément, et l'engagement RSE fait partie de nos choix. Donc on va dire à une réponse économique égale, budgétaire égale, on peut s'orienter vers un prestataire ou un autre, parce qu'il apportera une réponse qui correspondra à nos enjeux, voilà, ou notre engagement. Donc c'est dès le contrat. Ensuite, c'est au quotidien dans le stade, on anime ces sujets-là parce que il faut rappeler par des messages réguliers voilà, qu'on a ce type d'engagement. On fait aussi du contrôle, donc ça va passer aussi par le contrôle qualité derrière. Si on voit qu'un prestataire jette mal, alors qu'il sait comment on jette au stade, on a plusieurs filières, tout ce qui est végétal, électricité, les biodéchets, le carton, le plastique, etc. Si on s'aperçoit qu'il y a une non-conformité, on essaye de rectifier tout de suite. Voilà, c'est un sujet qu'on garde en permanence en tête, voilà, pour ne pas perdre de vue en fait. Vous avez deux types de mobilisation. Une mobilisation vis-à-vis des prestataires en faisant évoluer les clauses environnementales de leurs prestations, de leurs propositions de prestations, et puis une démarche de sensibilisation des équipes qui sont sous vos responsabilités. Exactement. Pour la partie collaborateur au centre d'entraînement, donc on a eu l'intervention en fait, de partenaires lorsqu'on a mis en place les gourdes Gobi et le tri sélectif avec notre partenaire BEP Environnement, où on allait expliquer aux collaborateurs comment faire le tri, pourquoi faire le tri, avec des statistiques. Pour moi, les chiffres sont forts et sont très importants. J'avais mené l'étude lors de la mise en place des gourdes Gobi. Je crois qu'à l'Olympique de Marseille, on utilisait à peu près 157 000 gobelets par an, ce qui représente en termes de déchets 325 kilos de mémoire, puisqu'on prend un gobelet comme quoi il fait 2,5 grammes. Et ben voilà, aujourd'hui, on n'a plus de gobelets plastiques depuis 2 ans à l'Olympique de Marseille, donc c'est quasiment 1 tonne de déchets plastiques en moins, ce qui est considérable. Et donc en fait, c'est aussi ne pas trop laisser le choix aux collaborateurs, bien évidemment, lui expliquer pourquoi le faire, lui raconter l'histoire, mais aussi derrière lui dire voilà, il faut mener à bien cette activité-là et ne pas retourner au gobelet plastique. On le fait aussi lorsqu'on reçoit du public, dans une moindre partie qu'au stade Orange Vélodrome, notamment avec les conférences de presse où on met des verres à disposition de tous les journalistes qui viennent et on les invite de plus en plus à venir avec leur gourde personnelle, ce qui aujourd'hui est rentré dans les mœurs. D'un point de vue de la sensibilisation du personnel, un point dont on n'a pas parlé, c'est que le club est certifié depuis quelques années maintenant ISO 2121. Pionnier.
Donc c'est Pionnier. une démarche qui avait été entreprise par la société Arema, donc gestionnaire du stade, dont le club a récupéré l'exploitation début 2019. Mais effectivement, le stade Orange Vélodrome est le premier stade certifié ISO 20121, et cette certification a été étendue à l'ensemble de l'activité du club, ce qui fait du club en fait le premier club certifié ISO 20121 de France. Et donc tout ça, cette certification, c'est une certification de management responsable, donc ça démontre la prise en compte de tous les critères RSE dans notre pilotage au quotidien en fait. Donc là, la certification, la norme ISO 20121, donc elle s'applique au secteur événementiel et elle vous engage sur une démarche de progrès aussi, d'indicateur de progrès sur les 2 années ou les 3 années qui viennent, par groupe de 2-3 années, je crois. C'est ça. Alors, on s'est engagé sur 2 volets. Hein. On s'est engagé effectivement avec cette certification qui est une... Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de cases à cocher, de critères à atteindre, mais il faut qu'on démontre effectivement tous les ans qu'on cherche l'amélioration continue. Et d'un autre côté, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a la signature des 2 chartes, hein, organisateur d'événements et gestionnaire d'enceintes sportives, qui là, par contre, nous fixe un certain nombre de critères à atteindre, 15 critères par charte. Et pour compléter sur la certification, effectivement, quand je disais que tous les salariés, enfin tous les services du club étaient impliqués, c'est que dans cette certification, chaque service a des actions qui sont définies. Alors, comme le disait Julien, c'est pas des cases qu'on remplit et c'est pas de généraliser en fait pour tous. Ces actions, elles ont été définies avec l'aide d'un cabinet qui nous a conseillé, avec l'auditeur aussi qui est venu nous rendre visite. Et en fait, ces actions, elles sont suivies en permanence, même si on a un contrôle annuel. On les suit en permanence. On a une personne au club qui est dédiée sur cette certification et qui fait en sorte de venir nous voir régulièrement, faire des piqûres de rappel. Et on regarde chacun dans nos actions où on en est. Est-ce qu'on a atteint l'objectif qui était donné ? Oui ou non ? Et si on ne l'a pas atteint, pourquoi ? Quelle démarche on peut améliorer ? Enfin voilà, on est dans l'amélioration continue, quoi. Alors, ça prend du temps, en fait, hein, ce type d'implication-là, pour obtenir une certification, puis ensuite pour la maintenir. Et donc, comment est-ce que vous vivez, vous, personnellement, en fait, dans l'évolution de vos postes, cette dimension RSE, qui a beaucoup d'implications concrètes dans vos actions, et puis parfois aussi qui nécessite une application de moyen-long terme, comme la certification ISO 20121, comme la charte des GESI, comme la charte des ex, et puis peut-être d'autres conventions que vous signerez par la suite. Comment, personnellement, individuellement, professionnellement, vous accueillez en fait cette nouvelle dimension de votre fonction, de votre poste ? Pour moi, en premier lieu, ça doit être une conviction personnelle. Voilà, si on n'est pas convaincu, si on n'est pas motivé personnellement, si on n'a pas compris de quoi il s'agit, si on ne s'est pas un petit peu documenté sur ces sujets-là, on aura du mal à le porter professionnellement dans notre environnement de travail. Donc là, aujourd'hui, on a mis en place pas mal de choses à l'Olympique de Marseille. Comme disait Olivier, on est dans l'amélioration continue. Donc là, prochainement, comme je l'ai dit un peu précédemment, on va mettre en place le traitement des mégots, puisque c'est quelque chose qui est relativement important. On a des sujets également sur la biodiversité, donc beaucoup de sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels il faut encore qu'on s'améliore, parce que je considère qu'on peut toujours s'améliorer. Notamment à la commanderie et au centre, en fait, sur la biodiversité. Oui, tout à fait. Il y a des actions qui ont commencé à être mises en place il y a quelques temps. Ouais, notamment sur les produits chimiques pour le traitement des espaces verts, des pelouses qui sont de moins en moins utilisées, des plantes hygrofiltrantes qu'on va essayer de mettre en place au niveau de nos bassins de rétention. Ça, c'est pour le centre d'entraînement, une partie de l'OM Campus aussi. Et on étudie aussi la possibilité de mettre en place des ruches dans une partie de l'OM Campus ou du centre d'entraînement. On va continuer, Olivier, hein, sur cet aspect personnel, en fait, de cette dimension personnelle. Et comment est-ce que les joueurs accueillent, en fait, quand ils le voient, quand ils le perçoivent, ce type d'initiative ? Les joueurs, évidemment, c'est une hétérogénéité, les joueurs. Hein. Et quelle réaction vous avez pu avoir de la part de certains joueurs sur ces signaux d'éco-responsabilité, d'attention à la préservation de l'environnement que vous mettez en place ? Ils le prennent plutôt de bonne manière, parce que c'est quand même des sujets importants à l'ordre du jour. On est quand même sur un type de population relativement jeune. Voilà, je crois que la personne la plus âgée de l'équipe a 36 ans. Et donc, c'est des sujets qui sont portés quand même depuis plusieurs années, dont tout le monde est conscient.
Donc c'est des sujets qu'ils acceptent et qu'ils encouragent. Olivier? Donc je poursuis sur le côté personnel. Oui, je pense que, comme le disait François, c'est un engagement. Après, effectivement, il y a une petite difficulté au départ parce qu'il faut se mettre, on va dire, réussir à acquérir un peu tout ce que comporte cette certification, qui d'un premier abord peut sembler un peu confus ou voilà, c'est très dense en informations. Et je pense qu'avec une petite période d'adaptation, qui est peut-être d'1 an, voilà, et sachant que le sujet est bien animé au sein du club, bon, bah, on adhère vite ensuite au sujet et après ça devient un réflexe en fait. Voilà, et sachant qu'on partage le sujet avec chacun, que ce soit les prestataires ou nos collègues, bon, bah, voilà, au bout d'1 an, je pense qu'on a déjà acquis la démarche, quoi. Moi personnellement, alors encore une fois, hein, pour vraiment te donner mon avis personnel, à partir du moment où on est convaincu individuellement, on ne considère pas ça comme une contrainte. C'est-à-dire que ça nous semble normal et au contraire, on se dit, ben, tiens, on va faire ça et c'est positif pour le club. Donc au final, on ne se dit pas, ça va nous demander du temps, ça va nous demander de l'engagement, etc. Mais on se dit plutôt, ben, ça c'est quelque chose qui est vraiment positif, soyons les premiers, démontrons qu'on est engagé et essayons de faire rayonner le club d'une nouvelle manière finalement. Donc ça donne des perspectives au contraire de faire briller le club d'une autre façon que par les résultats sportifs. Nous, voilà, personnellement, voilà, au quotidien, on travaille pour le club. On a peu d'influence directe sur le résultat des matchs. Par contre, on peut s'engager différemment et le faire briller d'une façon différente. Donc c'est pour ça que quelque part, on s'engage aussi sur ces sujets-là. C'est pour voilà, donner une vision aussi différente de ce que peut avoir le grand public, en tout cas ce que pouvait avoir le grand public il y a quelques années. Je pense que c'est en train de changer, mais sur effectivement le foot, l'argent, le business, toutes ces choses-là, en engageant le club sur d'autres pistes, ça peut faire changer un petit peu la vision des gens et ça peut permettre justement de faire adhérer plus de personnes sur tous ces sujets-là. Absolument, on l'évoquait tout à l'heure, capacité fédératrice et inspirante en fait de ces évolutions du club sur les spectateurs, sur le monde sportif. Alors il y a une étape qui est celle des JO 2024 qui reflète sur le plan environnemental des exigences particulièrement importantes. Il y a d'ailleurs une direction de l'excellence environnementale qui fait partie de l'équipe des Jeux olympiques et paralympiques pour 2024. Anne-Charlotte Blanc, qui était à la table ronde au Salon Pro Durable l'année dernière, avait échangé sur ce sujet avec cette équipe de JO 2024. Et donc là, il y a un enjeu, en fait. C'est que, comme le club est souvent pionnier, il a commencé et il continue à enrichir ses démarches concrètement avec des solutions sur les enjeux d'éco-responsabilité pour être prêt, en fait, à accueillir sur le stade Orange Vélodrome un certain nombre de compétitions en 2024. Alors effectivement, le site de l'Orange Vélodrome fait partie des sites olympiques. Donc ça nous permet d'ores et déjà de commencer à échanger avec le comité d'organisation et on espère bien avoir une montée en puissance pour en 2024 être prêt pour répondre à toutes ces exigences-là. Donc effectivement, ça va être un travail continu, ça ne va pas se passer comme ça en une fraction de seconde avec les jeux arrivent et d'un coup tout se met en place. Il va y avoir toute une montée en puissance. On peut citer également quelques mois auparavant la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en 2023. Là aussi qui a fixé un certain nombre de critères assez importants d'un point de vue exigence environnementale. Et donc tous ces événements qu'on accueille finalement, ces événements internationaux, l'idée c'est aussi de pouvoir s'enrichir de leurs exigences, de leur expérience pour pouvoir monter en compétence chez nous et continuer de réappliquer les meilleures pratiques. Ouais. Effectivement, ouais. L'enrichissement, il débute pour les JO dès maintenant, puisqu'on a dans les prochaines semaines un audit qui va être réalisé par une société spécialisée pour les JO pour commencer à voir techniquement quelles sont les capacités du stade pour remplir ces enjeux. Et avec la Coupe du Monde du rugby, c'est la même chose. On travaille le sujet 2 ans, 3 ans en amont, et jusqu'à la livraison. Donc on sera prêt ici et on n'a pas le choix. Ouais, on aura un stade Orange Vélodrome exemplaire qui n'aura pas forcément à se conformer à des exigences
venu d'en haut à ce moment-là. C'est une très belle démarche d'exemplarité. Alors ça ne va pas être évident parce que vous êtes, Olivier, à chaque match, à chaque événement, dans la tension du moment, hein, de la gestion du moment, et en même temps, il faut se projeter à 2-3 ans avec cet objectif d'exemplarité et puis de qualité du Stade Orange Vélodrome dans toute sa spécificité territoriale et internationale, en fait. Oui, en fait, le travail qu'on a avec que ce soit avec l'équipe de l'Olympique de Marseille ou les organisateurs internationaux, il est le même. Nous, on essaie de le travailler au quotidien. On essaie de faire en sorte que les actions qu'on mène rejoignent quelque part les actions futures qu'on est censé accueillir ou mettre en œuvre. Après, c'est vrai que parfois, on a peut-être tendance à s'auto-centrer un peu sur notre activité, mais on essaye d'être en permanence en contact avec ces organisateurs, puisque forcément, comme c'est des organisateurs qui changent de pays, qui rayonnent au niveau international, ils ont toujours un bon côté à nous apporter, des solutions innovantes qu'on ne connaît pas trop en France, et puis qu'on a peut-être les moyens de développer. Enfin voilà, comme disait Julien, on s'enrichit un peu de cette expérience et de cette collaboration. On garde toujours un héritage, en tout cas des grandes compétitions qu'on accueille, quoi. Malheureusement, on n'aura pas l'expérience des JO de Tokyo. On devait y aller pour évaluer ce qui se traite, se fait là-bas en matière de gestion des déchets. Pas de public, quasiment pas de public, donc pas de diagnostic, pas d'évolution, pas de visibilisation de démarche progrès, c'est dommage. On ne pourra pas s'enrichir de cette expérience-là. Et alors, les joueurs et les jeunes joueurs, en fait, sur les centres, François, centre d'entraînement et puis joueurs de l'équipe, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez commencé à faire passer des messages, même s'ils seront peut-être plus là en 2024, à l'Olympique de Marseille, sur l'ambition environnementale des JO 2024 ? Alors oui, notamment, j'en reviens encore aux gourdes, mais ils ont tous été dotés de gourdes. Ils sont bien au courant de ces enjeux environnementaux, notamment pour les JO de 2024. Et puis, on peut s'appuyer par moment par des joueurs professionnels du bâtiment sportif qui viennent faire passer directement des messages aux jeunes joueurs du centre de formation avec cette importance-là. L'approche vis-à-vis des jeunes joueurs, elle est très large, beaucoup plus large que les approches environnementales. C'est vrai que les personnes qui sont responsables du centre de formation les accompagnent dans un certain nombre de sujets. La tolérance, le non-discrimination, etc. Donc il y a tout un travail qui est fait, qui peut-être n'était pas fait effectivement il y a 15 ans ou 20 ans, mais aujourd'hui au sein du club, il y a cette démarche-là qui est entreprise auprès de la direction du centre de formation, de justement les sensibiliser à un certain nombre de thématiques. L'environnement en fait partie, mais ça rentre dans quelque chose de beaucoup plus large, effectivement. Il y a eu le sujet, il y a, je crois, 2 ans à peu près, de l'homophobie, qui était grandement ressorti. Et effectivement, l'idée, le racisme est un sujet régulier. Il y a des choses comme ça qui sont des marqueurs importants que la direction du centre de formation prend en compte et essaye de passer les bons messages auprès de nos joueurs, effectivement. Est-ce que vous considérez que ces enjeux environnementaux, alors bien sûr les enjeux sociaux dont tu viens de parler, c'est très important, les enjeux environnementaux sont un levier nouveau et peut-être innovant de création de coopération avec de nouveaux acteurs sur le territoire. Alors ça rénove, ça enrichit la relation avec les prestataires habituels. Est-ce que vous projetez aussi que ce soit un levier de création de coopération territoriale nouvelle avec des acteurs de l'économie circulaire, avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et en même temps que ça réponde à un objectif clé des objectifs de développement durable, qui est l'objectif numéro 17, et qui valorise les coopérations comme clé du succès de l'ensemble des autres objectifs de développement durable, les 16 autres en fait. Donc est-ce que ça fait partie de votre appréhension, dans le bon sens du terme, de la problématique environnementale, que le projet de démultiplier des coopérations avec les acteurs locaux? Alors oui, parce que de toute façon on ne peut rien faire seul. On n'a pas de spécialistes dans le club, donc on est obligé de s'entourer de compétences à l'extérieur, et notamment localement, puisque ça fait aussi partie
des actions qu'on a dans le cadre de la certification. C'est-à-dire qu'on est censé aussi favoriser notre ancrage local, ça c'est très important pour le club. Donc ça fait dire, faire travailler des prestataires locaux, trouver peut-être à proximité ce qu'on éviterait d'aller chercher plus loin. Voilà, mais ça est aussi sur l'embauche, c'est aussi généralisé dans plusieurs domaines. Donc effectivement, je pense que il n'y a pas une stratégie précise qui a été mise en place à ce jour, mais que ça fera forcément partie des objectifs qu'on se donnera, et qu'on ne peut pas faire sans, quoi. Ne serait-ce qu'à titre d'exemple, oserais-je dire, l'Olympique de Marseille, quand on s'appelle l'Olympique de Marseille, avec l'aura qu'on peut dégager, avec la représentation qui se fait dans la ville, on est obligé d'être innovant dans ce secteur-là et on se doit de le faire. Julien, un mot sur la manière de développer ces coopérations dans l'expérience client. Tu évoquais tout à l'heure l'évolution de la consommation, les choix en fait, alimentaires qui sont faits par le stade. Est-ce que ça permet déjà, soit directement, soit à travers votre prestataire, et ses sous-traitants, parce que Sodexo a aussi des sous-traitants qui sont présents notamment dans les hospitalités. Est-ce que ces démarches vers une alimentation plus saisonnière, plus locale, et vous percevez déjà que c'est l'occasion de créer directement ou indirectement des coopérations avec le territoire, avec des acteurs territoriaux, de l'élevage, de l'agriculture? Alors effectivement, comme je te disais tout à l'heure, on a eu par le passé comme mode de fonctionnement de contractualiser avec des grandes sociétés nationales qui fournissaient de la nourriture industrialisée qu'on revendait à notre public. Aujourd'hui, on est sur un schéma qui est complètement différent, avec des produits qui sont plus locaux. Alors, quelqu'un qui travaillait chez nous prenait souvent cet exemple-là, mais aujourd'hui, par exemple, nos sandwichs, notre jambon beurre, il est fait avec du jambon de l'Estac. Typiquement, donc c'est quelque chose de très local. Notre pain, il est fabriqué par un boulanger qui est local, qui est marseillais. Les farines utilisées sont des farines bio. Donc voilà, il y a un certain nombre. La mayonnaise est bio dans notre poulet mayo. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place de cet ordre-là et qui font que la Sodexo effectivement sollicite les acteurs beaucoup plus en local que ça pouvait être le cas par le passé avec l'utilisation des produits essentiellement industrialisés. Merci. Pour conclure cette table ronde, je vais vous proposer de prendre quelques secondes pour réfléchir à la réponse à cette question. Qu'est-ce qui, chacun, en fait, dans votre fonction à l'OM, va faire un levier de succès de l'éco-responsabilisation de vos activités, en fait? C'est quoi ce que vous attendez à l'interne ou à l'externe? C'est quoi le mot-clé ou les 2-3 mots-clés qui aujourd'hui vont vous permettre de bleuir, de verdir en fait les fonctions que vous occupez qui sont clés pour le succès de tous les matchs, de tous les événements qui se déroulent sur le stade Orange Vélodrome? Alors, de mon côté, ça va être la mobilité. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais moi, l'enjeu numéro 1, c'est d'améliorer la mobilité, d'améliorer l'accessibilité au site, et donc de trouver les leviers qui font qu'on arrive à convaincre le public d'utiliser d'autres méthodes que de venir seul ou à deux seulement dans une voiture pour venir au stade. Voilà, je pense que c'est notre enjeu, enfin mon enjeu en tout cas dans les 3, 4, 5 prochaines années à venir pour améliorer un certain nombre de choses, l'accès, la satisfaction client et avoir un impact positif pour l'environnement. Pour ma part, je passerai aussi un message aux spectateurs parce que je pense que dans l'enceinte, comme tu l'as bien précisé, 67 000 personnes. Donc nous seuls, on ne fera pas grand-chose. J'allais dire, dans un premier temps, si chaque spectateur qui fréquente le stade pouvait ne rien laisser au sol, ça améliorerait notre process de nettoyage dans un premier temps. Et ensuite, leur dire qu'ils nous fassent confiance sur les messages qu'on leur passe ou sur les actions sur lesquelles on les implique, on les impliquera plus tard. Et les inciter à nous suivre dans ces actions-là, quoi.
Et pour ma part, j'en appelle à la responsabilité, à la prise de conscience de chacune et chacun sur la gestion des déchets. Voilà, pour ma part, à titre d'exemple, je n'ai pas utilisé de gobelet plastique au bureau depuis 4 ans. Il y a d'autres formes comme voilà, le mégot, j'en ai parlé aussi. C'est la responsabilité et cette prise de conscience environnementale. Acteur majeur sur le territoire, acteur majeur du sport, donc impact majeur potentiel de l'Olympique de Marseille. Exemplarité, inspiration sur les années à venir, j'en suis certain, sur ces démarches d'éco-responsabilité sociale, environnementale, impliquant toutes les parties prenantes, vos équipes, les prestataires, les spectateurs, les coopérations que vous allez créer. On compte sur vous, droit au but. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Xavier.